Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à trois notions fondamentales, essentielles, sur lesquelles on fait reposer beaucoup de technologies et qui est important de garder en tête quand on élabore des plateformes, des infras. La maintenabilité, quelque chose de très très important, la fiabilité qu'on retrouve dans le concept de SRE, et enfin la scalabilité. Donc je vous propose quelques minutes pour revenir dessus. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti, on va s'intéresser aujourd'hui donc à ces trois notions. Donc d'une part la maintenabilité, la fiabilité et la scalabilité. C'est des notions qui sont importantes à avoir en tête. Le but c'est de reposer aujourd'hui simplement ces petites notions. N'hésitez pas en commentaire à compléter parce que bien sûr ce sera incomplet, on va dire. C'est des notions on pourrait discuter vraiment beaucoup de temps autour. Le but c'est de faire découvrir un petit peu aux gens qui se posent des questions, qui débutent dans le domaine, ces éléments-là. Alors on va partir d'une page blanche un petit peu comme d'habitude. On va démarrer sur la maintenabilité. Donc la maintenabilité, c'est quoi? Quels sont un petit peu les enjeux de la maintenabilité? Alors première chose, déjà on va s'intéresser à l'infrastructure et on va s'intéresser également aux applications. Le but c'est quoi? C'est de gérer, on va dire, le cycle de vie, mais notamment la période, on va dire, active des applicatifs qui ont été déployés. Donc ça c'est un objectif, donc c'est le cycle de vie, on va dire, cycle de vie, et on va dire c'est la période active. Alors derrière, ça entraîne des opérations. Hein. Le but, c'est de maintenir opérationnels ces éléments. Et maintenir opérationnel, ça passe par, donc d'une part, faire en sorte qu'elle fonctionne, hein, bien sûr. Donc voilà, que ça tombe pas. D'autre part, maintenir les upgrades. Alors même s'il n'y a pas de nouvelles versions du code, on va dire, mais il y a toujours la partie sécurité, donc c'est les upgrades au sens large, hein, donc un système à jour, des libs à jour, et autant que faire se peut et le plus loin possible, parce que ça a quand même relativement des limites. Parfois, voilà, il va y avoir un moment, parfois il peut y avoir disruption, c'est-à-dire que on va maintenir, on va peut-être laisser passer pour X ou Y raison une version en question. Et puis derrière, on ne pourra peut-être jamais la rattraper. Et peut-être même que ça entraînera qu'on ne pourra plus jamais faire ces upgrades, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. C'est pas toujours le monde idyllique qu'on se fait un petit peu comme dans le cloud, etc. Là, c'est des choses qui sont importantes. D'ailleurs, le cloud est un des moyens pour apporter des solutions, c'est pas le seul, à ces enjeux-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Derrière, il y a aussi les backups et les restaurations. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire c'est une chose de faire des backups. Faut-il encore qu'ils soient fonctionnels, que vous les testiez de temps en temps, que vous fassiez des exercices hein, de PRA ou autre, hein, peu importe, mais en tout cas d'avoir en place quelque chose qui est fonctionnel et qui marche. Alors ça fait intervenir différents enjeux, on va dire. Des enjeux donc qui sont à la fois sur les coûts bien sûr, des enjeux qui sont également sur le capital on va dire humain et les compétences également. Pourquoi donc sur les coûts, je sais pas, on peut prendre un petit peu l'exemple qu'on peut avoir un petit peu en tête sur les langages anciens par exemple. Prenons je sais pas Fortran ou autre, eh bien il y a encore des développeurs dans ces langages anciens parce qu'il y a encore, par exemple dans les banques ou autres, il y a encore pas mal de programmes qui tournent dans des vieux programmes. Ce qui se passe, c'est que par contre, le coût de la maintenance, autant il peut s'être réduit à un moment, autant maintenant, avec la rareté un petit peu des compétences dans ce domaine-là, il y a encore des développeurs dans ces domaines-là et qui gagnent même beaucoup d'argent parce que les compétences étant très rares, le coût devient plus élevé dans ces cas de figure-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, maintenir des compétences, être capable de recruter aussi parfois sur d'anciennes applications. Alors ça veut dire d'une part recruter, trouver la compétence, donc des personnes qui sont capables de faire, ou même des personnes qui ont envie de faire. C'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours la qualification entre le legacy et puis les choses un peu hype ou autres. Les personnes qui ont envie juste de travailler sur des choses un peu legacy, finalement, on a parfois du mal même à les trouver. Donc
voilà, c'est un équilibre à trouver, quoi, c'est le cas de le dire, un équilibre un petit peu à trouver, et la maintenabilité doit jongler sur ces éléments-là. Alors en même temps, ça fait appel à différents outils. Les outils qu'on va avoir assez souvent, ça va être des, on va dire, orchestrateurs, gestionnaire de conf, quoi, on va dire, pour notamment toute la partie upgrade, etc. Le but c'est que ce soit relativement automatisé. Néanmoins, des fois, parfois, ça peut être même manuel, parce que on veut pas forcément avoir des choses, il y a des choses qui sont très délicates à gérer, des fois qui génèrent beaucoup d'erreurs et des erreurs différentes à chaque fois. Donc, il y a souvent de l'intervention parfois humaine. Derrière, il y a du scripting. Et du code parfois pour les backups, pour la gestion du cycle de vie, l'évolution, les évolutions des libs ou autres, il faut maintenir ces choses-là. Et puis bien sûr le rêve c'est de maintenir quelque chose qui va s'auto-guérir, mais avec le temps, je dirais que la lutte est un petit peu plus délicate dans ce domaine-là. C'est une lutte avec le temps et l'évolution. Donc c'est un équilibre à trouver entre la facilité finalement versus la complexité à trouver en fonction des volumes également des choses, puisque au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, au fur et à mesure que ces choses peuvent devenir un petit peu obsolètes, ces outils d'infrastructure ou ces outils applicatifs, eh bien, il faut veiller à trouver cet équilibre entre la facilité de faire la chose et la complexité. C'est-à-dire que si vous avez juste une petite application dans un coin qui sommeille, quoi, j'aurais tendance à dire, assez souvent on se dit ouais, ok, il faudrait automatiser, mais par rapport au temps passé dessus et à savoir que parfois, l'automatisation que vous allez faire là, il faudra peut-être même la revoir la prochaine fois. Finalement, peut-être que l'automatisation tout court n'est peut-être pas la bonne option. Donc c'est un petit peu d'éléments comme ça qu'il faut remettre en cause. Alors ensuite, on va venir à la fiabilité. Donc la notion de reliability, on le retrouve dans le SRE, la notion de SRE. C'est quoi l'objectif ? C'est la continuité au sens large du fonctionnement de la plateforme, comme je disais, au sens large, donc applicatif, infra, tout passe dedans. Alors derrière, ça passe par une chose essentielle, ça va être le suivi global. Le suivi, et pour faire ce suivi, ça va être, on va chercher à tout observer. On va dire observer parce que si vous avez vu la vidéo sur l'observabilité, donc on va parler de monitoring, on va parler de log, on va parler de tracing, on va parler également d'alerting. Et donc derrière, c'est une foultitude d'outils. Qui dit des outils dit un coût, dit des compétences, de la gestion, du recrutement, etc. Donc c'est une part extrêmement importante, mais bien sûr à mettre au regard aussi de l'importance du service fourni au final. Ce qui est d'ailleurs, il faut même parfois le rappeler à certains décideurs, c'est quelque chose qui est important de dire ok, moi il me faut du monde là-dessus ou il me faut de l'argent dessus parce que c'est ça qui garantit qu'au client final, on apporte la solution souhaitée et dans la manière souhaitée. Alors intervient dessus donc la notion de service level. Donc on va retrouver le service level agreement. Donc lui on va parler de niveau d'un accord sur d'un accord de niveau de service. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, on est souvent une fonction support en informatique quand même, et donc derrière on a des clients, que ce soit des clients internes ou externes, peu importe, mais c'est cette notion-là, c'est-à-dire on va apporter un service à quelqu'un, et donc le service level agreement, lui, ça va être l'accord que vous allez passer avec le client. Donc c'est finalement un deal, un petit peu, plus ou moins formel, plus ou moins écrit, mais quelque part, qui va permettre de s'engager et de savoir sur quoi vous allez vous engager. Ensuite, vous avez le service level objective. Donc là, on va fixer des niveaux d'objectifs pour déterminer avec pour le client les objectifs qu'on va lui fournir, qu'on va mettre en place pour honorer cet accord finalement passé avec le client. On parle souvent par exemple du 5-9 par exemple, donc
en hébergement ou autre, c'est-à-dire une fiabilité poussée très très loin, qui est difficile à obtenir d'ailleurs, mais ça nécessite en plus de prendre en compte aussi un périmètre plus ou moins large, c'est-à-dire que si vous êtes vous aussi dépendant d'autres acteurs pour fournir certains services, il va falloir prendre en compte que ces acteurs doivent atteindre ce niveau de disponibilité. Par exemple, si vous utilisez, je sais pas, des fronts type Cloudflare ou autre, bah, il faut aussi que eux soient bien sûr très disponibles. Alors, généralement c'est le cas, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Le service level indicator, donc lui, il va déterminer, bah, comme son nom le dit, l'indique, pardon, donc les indicateurs, la liste des indicateurs, puisqu'on fixe des objectifs, mais derrière il va falloir mesurer ces objectifs. Donc là, on va fixer des indicateurs et on va fixer donc les moyens, on va les mesurer pour pouvoir savoir si on a atteint les objectifs ou pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est important parce que derrière ces indicateurs, donc il va falloir, comme je vous disais tout à l'heure, mettre en place des outils, payer voilà, du stockage, etc. Éventuellement sur des durées plus ou moins longues, suivant les manières dont vous engagez. Hein. Généralement, c'est des choses qui sont plutôt annuelles, mais sur plusieurs années, on va vouloir voir comment ça évolue, etc. Donc derrière, des systèmes qui sont importants à mettre en place. Pour le SLO, vous avez un outil qui existe, SLO Generator, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça, ou Extractor, je sais plus bien. Donc il y a des sociétés qui demandent à leurs devs de travailler ces domaines-là, c'est-à-dire pouvoir avoir des outils pour pouvoir suivre tous ces éléments-là et avoir un suivi, on va dire, régulier. Ensuite, on va descendre un petit peu, voilà. On va s'intéresser donc à la scalabilité. Alors là, c'est le scalabilité. Alors là, c'est assez marrant parce que si vous allez dans des confs à l'heure actuelle ou autre, c'est le terme qui revient un petit peu, l'espèce de hype. Donc at scale. On entend ça à tout va, at scale, truc at scale, etc. Alors c'est assez, moi ça me fait un petit peu sourire parce que bon, c'est des choses qui existaient déjà avant, hein, de toute façon. Et puis il y a des sociétés, pardon, qui n'ont pas besoin non plus de voir at scale et auxquelles on va vendre des fois du at scale. Du coup, ça va donner envie de faire ça, alors qu'elles n'en ont pas forcément l'utilité, en tout cas pas sur des degrés aussi importants. Mais voilà, bon, c'est d'un point de vue ingénieur, on va dire, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, ingénierique, on va dire, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que ça fait toucher à des notions, à des concepts et à des choses qui sont effectivement intéressantes, intellectuellement. Donc là, c'est quoi finalement la capacité? Donc la scalabilité, donc c'est la capacité à s'adapter à une charge. Alors c'est valable donc de manière croissante ou décroissante, bien sûr. Décroissant et plus ou moins à court terme ou long terme. Voilà. Donc là, c'est d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut anticiper assez rapidement, hein, sur le fait que ce soit du court terme ou du long terme. Court terme, on va se dire par exemple si on prend un cluster cube, effectivement à l'intérieur du cluster lui-même, on va pouvoir scaler facilement des pods, ça c'est pas une problématique. Par contre, étendre un cluster, c'est une deuxième problématique. En tout cas, l'auto-étendre, c'en est une problématique. Et puis ensuite, faire en sorte qu'on puisse industrialiser la création de clusters, c'est encore une autre problématique, jusqu'à des degrés même plus importants quand l'échelle est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est ce qu'on entend par scalabilité. Alors pas forcément typiquement sur cette technologie qui est Kubernetes, mais on parle de la même chose pour les bases de données, hein. On retrouve l'intérêt aussi des bases de données distribuées, NoSQL qui apportent des solutions, on va dire, relativement importantes. On parle aussi du stockage objet S3 aussi également, qui donne ce sentiment d'infini en fait, hein. En tout cas la possibilité de donner dans l'utilisation d'un service la non prise en compte de la limite qui est en dessous,
ou en tout cas de pas se la poser très rapidement. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est important. Tout le monde a en tête un petit peu l'expérience, alors maintenant c'est peut-être un petit peu vieillissant, mais de Pokémon Go quand c'est sorti, hein, donc ils sont partis sur du cloud et du coup ils ont une croissance fulgurante et du coup grâce à la scalabilité qu'il y avait, ils ont pu suivre cette croissance. De la même manière, on a aussi en tête les Black Friday, ces choses-là pour les gens qui travaillent dans le e-commerce, donc des pics qu'il va falloir gérer. Dans les processing de data également, il faut gérer de toute façon Internet, hein, c'est quelque chose qui fonctionne par cycle. Hein. Il y a des moments les gens dorment quand même, même si il y a des fuseaux horaires derrière, on peut se retrouver avec quelque chose de plus ou moins linéaire, mais c'est quelque chose qui est important. Dans ces notions-là aussi, alors on aurait pu l'aborder dans la maintenabilité d'ailleurs, on peut rajouter quelque chose qui est intéressant en matière de maintenabilité, un atout dans la maintenabilité, au niveau des outils, c'est le caractère asynchrone. On n'en a pas trop parlé, donc on voit pas le A du coup, voilà, asynchrone, c'est ce qu'apportent par exemple les queues, type Kafka ou type RabbitMQ, queue ou log, enfin bon. Voilà, on n'est pas là pour discuter de la chose finement, mais en tout cas, ça permet d'intervenir assez facilement. Idem pour les systèmes distribués, donc asynchrone, distribué. Donc ça, c'est des choses qui jouent énormément sur la maintenabilité et la facilité de maintenir un système. Et il faut, de nos jours en tout cas, quand tout nouveau système se développe, il faut penser à ces choses-là. Ça va permettre de donner des facilités de maintenabilité assez importantes. Ça va permettre également assez souvent, ces systèmes-là, d'introduire donc on retrouve ces éléments-là, l'asynchrone et le distribué, d'apporter également, alors plutôt le distribué que le asynchrone, voilà, l'asynchrone pas forcément, mais de la scalabilité. Ça c'est quelque chose qui est important. Derrière, alors c'est pas forcément la scalabilité en elle-même, mais il y a aussi la gestion des pics et des creux. Donc là c'est l'asynchrone qui va apporter ces éléments-là, mais ça va permettre parfois de faire évoluer de manière plus linéaire une plateforme qui est sollicitée de manière non linéaire. Donc si vous voyez, c'est-à-dire que par exemple vous allez avoir une courbe sinusoïdale qui va être montante. Vous, en termes de gestion d'infra, vous pouvez pas gérer un coup haut, un coup bas, c'est pas quelque chose qui est gérable, donc du coup vous allez mettre en place quand même des outils derrière, et le fait d'être asynchrone, ça va permettre de relativement linéariser, pardon, voilà, on va y arriver, cette courbe. Et ça c'est assez pratique, donc d'une part pour la maintenance, mais aussi en matière d'évolution, par exemple d'infrastructure ou autre, c'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé d'être tout de suite là à rajouter un serveur. Peut-être que vous allez pouvoir accumuler des choses dans une message queue ou autre, qui va permettre de temporiser un petit peu plus et de vous permettre de faire les choses plus proprement, même si les choses doivent être faites relativement rapidement, mais en tout cas de pouvoir gérer les choses plus facilement. Alors derrière il y a des outils bien sûr qui rentrent en compte, hein, dans tout ça. On a les notions de cluster, donc de cluster distribué, hein, comme je vous disais, là c'est vraiment quelque chose qui est important. On peut parler de Kubernetes par exemple, mais on peut parler aussi en matière de base de données. On a aussi, au-delà des clusters, tout ce qui est apporté sous forme d'instances groupes aussi, donc souvent avec des possibilités d'autoscalabilité, donc par exemple je sais pas sur Google, GCP, AWS ou autre, sur beaucoup de clouds maintenant vous allez retrouver cette notion d'instance group qui va permettre d'apporter de la flexibilité. Attention derrière, ça veut dire aussi que vos applicatifs doivent supporter ces choses-là, parce que si par exemple vous êtes sur des applicatifs qui traitent des fichiers, la scalabilité va être beaucoup plus délicate. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui démarre un fichier, au moment où vous avez scale down par exemple, eh bien il va falloir prendre en compte le fait qu'il faut d'abord terminer le fichier avant de scale down, ou sinon être capable d'enregistrer un point auquel vous êtes arrivé pour pouvoir reprendre là où vous en étiez, pour pas avoir de perte. Donc ça c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dessus. On va retrouver aussi des notions donc par exemple dans Kubernetes, mais au-delà de l'aspect pod, mais horizontal scaling ou horizontal pod auto-scaling, mais on va dire horizontal auto-scaling, c'est-à-dire augmenter le nombre d'instances d'un applicatif, plus ou moins automatiquement, dans Cube ou pas dans Cube, peu importe. Mais on a aussi l'opposition
avec le vertical auto-scaling ou pod auto-scaling, c'est-à-dire on va augmenter le nombre de CPU, augmenter la RAM qu'on va allouer à quelque chose. Donc ça c'est important. Quelque chose de très très important et souvent on va dire un petit peu sous-estimé, c'est l'auto-discovery des éléments, c'est-à-dire que quand on va scaler, on va augmenter le nombre d'éléments. Moi j'adore Consul pour ça parce qu'on peut le mettre sur des infras relativement anciennes ou sur des choses très récentes et on peut le gérer de manière homogène partout. Et que ce soit dans Cube ou ailleurs, là-dessus Consul apporte plein de réponses à ces problématiques-là grâce à l'autodiscovery. Et cette autodiscovery va permettre derrière de prendre en compte l'extension par rapport à un service donné du nombre d'instances ou la diminution de celle-ci. Ça c'est quelque chose qui est très très important. Alors derrière, bien sûr, on en a brièvement parlé finalement. La difficulté pour la scalabilité, c'est un peu l'opposition entre le on-prem et le cloud finalement. Le on-prem, alors après ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise dans laquelle on est, etc. On va pouvoir parfois d'ailleurs y installer des clouds privés, etc. Donc ça va répondre à des problématiques. Versus du cloud public. Derrière, c'est des notions qui sont, on va dire publiques là pour le coup, qui sont importantes parce que voilà, quand vous avez affaire à des spécialistes de l'hébergement, qu'ils soient américains ou français ou européens, des spécialistes de l'hébergement, et bien sûr, eux vont apporter des solutions beaucoup plus efficaces sur ces problématiques de scalabilité et généralement vont permettre de résoudre des problèmes que vous aurez plus de mal à résoudre certainement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et surtout à commenter en complétant, parce que voilà, il y a plein de petites choses à rajouter autour, à discuter autour, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et donc voilà, prenez du plaisir à apprendre plein de choses autour de vous, les notions, les concepts sont des choses assez importantes, là on fait que survoler les choses, mais creuser ces choses-là, ça apporte beaucoup d'éléments de sens sur l'utilisation des technologies, ça c'est toujours quelque chose qui est important à avoir en tête, je trouve. Il y a plein de gens qui apprennent de la techno, qui découvrent de la techno, sans comprendre les enjeux, les fondements derrière de pourquoi il faut utiliser ces technos, et derrière, certaines sont relativement inutiles, et d'autres par contre ont un enjeu majeur, et parfois elles sont méconnues. Donc voilà, moi par exemple j'ai en tête Consul par exemple, qui est quelque chose de méconnu, et qui est pourtant extrêmement bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.